Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je souhaite que vous vous connectiez et que vous aimiez cette vidéo afin que je sache que vous êtes suivis et que ce live mérite d'être poursuivi. Si je n'ai pas de commentaires et si je n'ai pas de connexion, je vais devoir interrompre moi-même cette communication politique, car cela voudra dire que les Français-Africains ont réussi encore une fois à m'empêcher de toucher l'audience qui, depuis maintenant près de 12 semaines, me suit régulièrement dans le cadre de cette série que nous avons initiée à l'attention des jeunes Gabonais qui iront voter en août 2023, série que nous avons dénommée Gabao 2023. Je repère mon frère Erwan qui est connecté. Bonjour mon frère. Et un autre, veuillez marquer des commentaires pour que je puisse voir vos noms et peut-être vous saluer pour votre fidélité et aussi pour votre attention à ce qui va être dit aujourd'hui. Je suis Privat Ngomo, alias le charismatique. C'est un surnom codique, politique, que je me suis attribué et j'ai souhaité que seuls les jeunes m'appellent ainsi. Pour ce qui est des gens de ma génération, je reste Privat Ngomo, mais pour les plus jeunes, qui souvent aiment bien donner des surnoms, je leur propose celui-ci. K-R-S-M-T-K. C'est un clin d'œil que je fais à la première écriture de l'humanité, née dans la vallée du Nil, et que nos ancêtres kamites ont dénommé Medu Nature, qui veut dire les paroles du Dieu, les paroles de Dieu, un Dieu unique, et que les Grecs ont traduit à tort mais sciemment hiéroglyphes, c'est-à-dire les textes sacrés. Non, il s'agit des paroles de Dieu. Quand nous écrivons la parole de Dieu. C'est ainsi que les Kamites ont conçu et ont désigné l'écriture, la première écriture de l'humanité, qui s'écrivait avec des consonnes. Et les voyelles étaient prononcées lorsqu'on parlait. Donc, K-R-S-M-T-K est ainsi écrit, mais prononcé charismatique. Je suis donc le charismatique pour les jeunes Gabonais. Je suis le responsable général du mouvement New Power. Notre mouvement est une structure associative, politique et internationale qui s'est donné pour devise le corpus idéologique suivant, qui est un triptyque. Nous sommes au New Power, foncièrement souverainiste. Nous sommes également ouvertement anti-France-africain. Car la France-Afrique ne nous impressionne pas. Ne nous impressionne pas. Nous sommes comme Poutine, imperturbables, devant ce bloc occidental si arrogant, qui finalement ne sent pas aussi fort qu'il le prétend. Donc nous regardons la France-Afrique droit dans les yeux et nous lui disons, nous allons t'abattre. Nous sommes ouvertement, nous ne nous cachons pas. Nous sommes ouvertement anti-France-africains. Et enfin, nous sommes fondamentalement néo-panafricanistes.
car seule l'unité des fils d'Afrique, l'unité des filles d'Afrique, nous permettra de venir à bout d'un adversaire, d'un ennemi commun. Voilà notre devise. Voilà notre triptyque idéologique. Et tous ceux qui se retrouvent dans cette vision, dans cette approche du combat que nous menons au Gabon et dans la sous-région d'Afrique centrale, nous leur demandons de nous rejoindre. Et nous nous adressons surtout aux jeunes, ceux qui veulent changer leur pays, ceux qui veulent que le Gabon un jour soit souverain et dispose comme il l'entend de ses propres richesses et qui puisse partager ses richesses dans l'équité et pour le bonheur des populations du Gabon. C'est cela le sens profond de notre combat au New Power. Aujourd'hui, j'avais décidé de faire une communication politique sur le thème suivant. Un thème qui est important, un thème qui est, de mon point de vue, fondamental dans le processus de démocratisation de notre pays qui reste, il faut le reconnaître, encore une dictature qui s'est drapée de la robe de démocratie. Mais le Gabon est une dictature. Et j'avais choisi un thème qui est important, car revenant permanemment sur le devant de la scène lorsque nous partons à une élection, comme ce sera le cas en août 2023. Ce thème est le suivant. Comment réussir l'étape cruciale de l'investiture du candidat élu de l'opposition en août 2023? Comment allons-nous faire pour briser le signe indien, assurer l'élection du candidat de l'opposition était relevé par de nombreux internautes. Dans cette préoccupation, il est question plutôt du boycott. Donc, un temps avant, car pour passer de l'état, nous sommes attaqués. Je viens d'être victime d'une attaque. Donc, partagez la vidéo. Partagez-la. J'étais en train de me déplacer pour aller chercher une zone où le Wi-Fi est de meilleure qualité et la connexion est revenue. Je vous dis, nous sommes attaqués. Donc, de grâce, mettez des lives. Mettez des lives. Nous sommes attaqués. Je vous dis que notre discours déplaît. Notre discours déplaît. Nous n'avons même pas encore fait 10 minutes que déjà nous sommes attaqués. Partagez la vidéo. Partagez-la, protégez-la, sécurisez-la. Vous voyez? Je n'ai même pas fait 10 minutes que déjà la vidéo est attaquée. Parce que la thématique que nous allons aborder, elle est très importante. Et déjà, nous avons les machines france-africaines qui œuvrent pour empêcher cette communication politique. Partagez la vidéo au plus grand nombre. Partagez-la. Aimez la vidéo pour que nous puissions aller jusqu'au bout de cette communication, jusqu'au bout de ce direct. Alors, j'en étais à la thématique d'aujourd'hui. Et je vous disais que j'avais envisagé d'aborder la thématique suivante. Comment réussir l'étape cruciale de l'investiture du candidat élu de l'opposition en août 2023. Mais je me suis ravisé il y a 2 jours. Lorsque sur les réseaux sociaux, j'ai vu qu'il y avait une préoccupation tout aussi importante qui taraudait les internautes du Gabon et qui portait sur le boycott. Car pour réussir l'investiture, faut-il encore qu'il y ait une élection. Or, si dans la tête de nombreux Gabonais, il est plutôt question de boycott, alors peut-être faut-il d'abord discuter
du boycott. J'ai donc décidé, hier, de changer le sujet. Et je vous prie de m'en excuser, car je n'ai pas eu le temps de communiquer sur ce changement de thématique. Pardonnez-moi. Mais comme la préoccupation est, vous l'avez compris, très importante à traiter, vous m'excuserez donc de reporter à une autre fois la première thématique que j'avais soulevée et qui portait sur l'investiture pour me concentrer, me consacrer aujourd'hui à la thématique sur le boycott. Donc voilà, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, néo-panafricanistes, le thème que nous allons traiter aujourd'hui. Ce thème est le suivant. Le boycott des élections est-il efficace au Gabon? L'efficacité, c'est le fait d'atteindre ses objectifs. C'est cela l'efficacité. Vous êtes efficace lorsque vous atteignez vos objectifs. Vous êtes inefficace lorsque vous ne les atteignez pas. La question donc qu'on doit poser, c'est le boycott qui est une arme politique, qui est une arme économique. Le boycott que nous organisons au Gabon, lors de certaines élections, est-il efficace? Voilà la thématique. Et pour vous en parler, j'ai donc décidé de séquencer mon intervention en 4 points. Le premier point va consister d'abord à définir ce que c'est que le boycott. C'est un mot. D'où vient-il? Ensuite, nous allons essayer de voir, dans un premier temps, qu'est-ce que le boycott permet d'avoir comme résultat. En d'autres termes, est-ce que le boycott peut être efficace? Quelle est l'efficacité du boycott? Ce sera le deuxième point. Troisième point, quelle est l'inefficacité, à contrario, du boycott? Et là aussi, il y a des choses à dire. Et enfin, en troisième point, nous allons parler de la sécurisation du vote des citoyens à toutes les élections lorsqu'il n'y a pas boycott, lorsque l'on va aux élections. Et enfin, je vais conclure cette communication politique et j'espère que vous allez la partager. J'espère que vous allez l'aimer. J'espère que vous allez faire que le plus grand nombre accède à ce direct et que ce dernier se passe de la meilleure manière possible. Donc, continuez à aimer la vidéo, continuez à la commenter et surtout partagez-la au plus grand nombre. Il faut éviter aux machines france-africaines de nous interrompre, de nous déstabiliser. Je vais donc introduire ce thème, cette communication politique, avec le premier chapitre annoncé. Je vais d'abord commencer par définir ce que c'est que le boycott. Sachez que les mots, parfois, ont des origines bien privées et ensuite passent à la postérité et entrent dans le jargon usuel d'une discussion, d'un débat. Boycott. Le boycott, à l'origine, est en fait un terme qui appartient à un patronyme privé. Le terme boycott, que l'on utilise tout le temps, est dérivé du nom de Charles Cunningham Boycott. De Charles Cunningham Boycott, qui est né en 1832 et qui est mort en 1897. C'est un homme du 19e siècle. C'était un militaire et qui finalement, en quittant l'armée, est devenu un riche propriétaire de l'ouest de l'Irlande. Alors, ceux qui sont curieux et qui veulent savoir comment un nom privé d'un Irlandais se retrouve dans le jargon usuel, n'ont qu'à aller fouiller dans la bibliothèque multimédia Wikipédia et ils auront l'anecdote qui a fait passer le mot privé boycott dans le domaine public et aujourd'hui nous parlons de boycott. Et à l'origine, boycott, sur la base de cette anecdote
que je vous demande d'aller vérifier, est le fait de ne pas acheter des produits dont les conditions de production ne sont pas jugées justes. C'est cela. Donc on refuse d'acheter des produits dont les conditions de production ne sont pas jugées justes. À l'origine, c'est cela. Et ça fait référence à Charles Cunningham Boycott. Maintenant, cette définition a pris une dimension à la fois économique et politique. D'abord, la définition économique. Que dit-elle? Le boycott, ou encore le boycottage en français, on voit bien qu'on est passé de l'anglais au français, les Français ont rajouté âge, boycottage, c'est en fait la mise à l'index et le refus collectif et systématique d'acheter ou de vendre les produits ou services d'une entreprise ou d'une nation pour marquer une hostilité et faire pression sur elle. Il y a également une autre définition, toujours sur le plan économique, c'est la cessation volontaire de toute relation avec un individu, avec un groupe, un pays, et refus des biens qu'il met en circulation. C'est cela le boycott dans sa définition générale et économique. Maintenant, il y a la définition politique, celle qui nous concerne aujourd'hui. Le boycott, politiquement, c'est le refus de participer à une élection ou d'exercer son droit de citoyen. Nous ne sommes pas d'accord avec la manière dont le ministère de l'Intérieur a organisé le protocole électoral. Nous ne sommes pas d'accord avec les listes électorales qui ont été produites. Nous voyons là d'avance un trucage, une fraude qui s'annonce. Nous refusons donc de participer à l'élection et nous demandons aux citoyens de ne pas user de leur droit de vote. Voilà la définition aujourd'hui du boycott dans le cadre politique. Alors, maintenant que nous avons défini le boycott, nous avons vu ses objectifs et son protocole. Essayons de voir dans quel cadre le boycott est efficace. Lorsqu'on met en place un protocole, nous voulons atteindre des objectifs, n'est-ce pas? Voyons donc si le boycott peut être efficace. Et ensuite, nous verrons dans quel cadre le boycott est inefficace. S'agissant de l'efficacité du boycott, d'abord, il faut, au préalable, définir le contexte dans lequel le boycott va s'effectuer. Dans quel régime le boycott se fait-il? Le boycott est efficace lorsqu'il se produit dans un régime démocratique. C'est-à-dire que dans ce régime, la légitimité du pouvoir est assurée par des élections au cours desquelles le plus grand nombre de personnes vont aller voter pour un candidat à l'élection présidentielle ou pour un parti à l'élection législative ou aux élections municipales, locales, départementales et régionales, aux élections par exemple européennes ou américaines. Et c'est le mandat qui est confié à ceux qui ont gagné qui sera exécuté légitimement. Parce que le plus grand nombre s'est manifesté pour un homme ou pour un parti. Voilà le régime démocratique, comment il fonctionne. C'est dans ce régime que le boycott a toute son importance et peut être efficace. Il suffit, si vous n'êtes pas d'accord, et si vous pensez pouvoir être écouté par le plus grand nombre de personnes, il suffit donc d'exiger aux populations de ne pas aller voter. Et si les populations vous écoutent, eh bien, le boycott va donc relever la faiblesse de la représentativité et donc l'illégitimité des élus s'il y a une faible participation. Si le taux de participation n'atteint pas un seuil acceptable. Donc, pouvez-vous, alors qu'il y a eu 5% de participation à une élection présidentielle ou 10% seulement,
Pouvez-vous vous targuer d'une quelconque légitimité qui vous donne le droit de gérer les 90% qui se sont abstenus? Dans certaines démocraties occidentales, celles qui sont rigoureuses, je ne pense pas à la France, qui n'est pas en réalité une démocratie, mais qui est une monarchie républicaine, il faut encore le rappeler ici. Dans certaines démocraties occidentales, on définit le seuil de participation, le seuil de taux de participation qui confère une légitimité et donc une crédibilité à l'élection qui s'est tenue. En d'autres termes, si le taux de participation n'atteint pas, par exemple, 35%, eh bien on considère que cette élection est nulle et non avenue car n'étant pas assez représentative du corps électoral. Certaines démocraties vont jusque-là. Et je vous ai dit, ce n'est pas le cas de la France, qui souvent sert de référence à beaucoup. Je veux conclure sur ce premier chapitre qui fait état de l'efficacité du boycott. Je répète que le boycott est efficace dans un régime démocratique où on compte sur la représentativité traduite par le taux de participation. Donc, un État qui a 70% de participation, eh bien, on peut dire que ceux qui seront issus de ces élections sont légitimes pour diriger donc le pays. Mais si un taux de participation est proche de 20%, comment 20% peuvent-ils décider pour les 80 autres qui sont abstenus? Voilà le sens profond du boycott. Mais remarquons que justement dans ces démocraties parlementaires, dans ces régimes démocratiques, eh bien, les boycotts n'ont quasiment jamais lieu. Ils sont soit d'une rareté, soit d'une absence. Une absence. Pourquoi? Mais les gens ne boycottent pas car les élections sont transparentes. La transparence électorale et l'acceptation des résultats par les différentes parties garantit que nous pouvons aller à une élection. Donc ces éléments étant garantis, alors les gens partent généralement à une élection. Il n'y a donc pas besoin d'aller au boycott. Depuis que je m'intéresse à la vie politique des nations de ce monde, si je regarde le bloc occidental qui prétend être le bloc le plus démocratique de la Terre, je n'ai pas encore assisté à des boycotts qui se soient produits en Grande-Bretagne, en France, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis. Je n'ai jamais pu assister à ce genre de réalité-là, de boycott ou de boycottage. Parce que justement, la transparence électorale est assurée, même si on commence de plus en plus à en douter. On pense qu'il y a des manipulations électorales. On a vu le cas dans le cadre de l'élection de Donald Trump. Et certains pensent que les élections en France n'ont pas été si transparentes que cela. Mais bon, cela reste des exceptions. De façon générale, la transparence électorale et l'acceptation des résultats par les partis amènent ces démocraties parlementaires, ces régimes démocratiques à ne pas opter pour le boycott. Or, c'est dans ce cadre-là que le boycott est efficace. Maintenant, regardons le deuxième chapitre. Regardons l'inefficacité du boycott. À quel moment le boycott, qui est une arme politique, est malheureusement inefficace? Alors là, il faut aussi s'interroger sur le contexte dans lequel va s'exprimer le boycott. Quand vous êtes dans un régime dictatorial, autocratique, que nous appelons aujourd'hui en Afrique, avec beaucoup d'ironie, un régime de la démocrature. Un régime de la démocrature. On va en même temps parler de dictature et de démocratie. Un régime qui a les apparences de démocratie, mais qui en réalité, fondamentalement, est une dictature. Nous appelons ça la démocrature. Si vous êtes dans un régime de démocrature et que la légitimité de ce régime n'est pas assurée par le peuple allant voter,
mais par le maître néocolonial qui installe et protège la dictature. Si vous êtes dans ce cadre-là, eh bien, le boycott est fatalement inefficace. Car, voyez-vous, la notion de représentativité démocratique, elle est hors du champ de la dictature. Le dictateur n'a cure de la représentativité, n'a cure du peuple et de ce que veut le peuple. Et donc, en réalité, la dictature se plaît à savoir que vous allez procéder au boycott, car ainsi, vous allez lui faciliter la tâche. Il n'aura plus à considérer cette élection que comme une simple formalité. Formalité qui va conclure par certainement de vrais chiffres, puisqu'il y a un boycott. Mais comme il aura pris soin de mettre en selle quelques opposants de pacotille qui vont servir de faire valoir, alors il sera facile sur le plan national de truquer le taux de participation, de donner des résultats et des suffrages à ses différents adversaires et ensuite d'apparaître comme celui qui a gagné. N'est-ce pas? C'est ainsi, généralement, que le boycott est exploité dans un régime de démocrature. Donc, en fait, les opposants qui boycottent donnent simplement au pouvoir, là, une grande facilité de ne plus faire d'efforts, puisqu'il a le champ libre. Il a un boulevard pour désigner les suffrages de ses pseudo-adversaires et de s'accorder le résultat électoral qui lui donnera la première place. Et quand le boycott n'est pas forcément accepté par tous les partis, et que certains sont relativement plus inquiétants que d'autres, eh bien, le régime dictatorial ou démocrature a toujours la possibilité de procéder à la fraude électorale, de procéder à la répression qui souvent suit la fraude, car il y a des contestations, et parfois, au-delà de la fraude, du massacre pur et simple des citoyens qui contestent la fraude électorale. Et quand cela est fait, ce régime, qui n'a aucune légitimité nationale, n'aura plus qu'à rechercher l'imprimature de l'Élysée, quand nous parlons là des pays francophones. Et cette imprimature va donner justement la légitimité internationale à une dictature qui pourtant n'a aucune légitimité nationale. Voilà en fait l'effet pervers du boycott dans les systèmes dictatoriaux, les systèmes dits démocrature. Je vais maintenant vous donner quelques rappels des boycotts qui se sont pratiqués dans notre pays. Et vous allez pouvoir apprécier, à l'aune des résultats et avec le recul historique, si le boycott a été efficace une seule fois dans notre pays, depuis le temps qu'on le pratique. Oui, il faut dire que le boycott n'a pas toujours été pratiqué. Les premières élections qui auront lieu au Gabon se sont tenues en mars 1957. Et le dernier des Mohicans, le dernier de ces conseillers territoriaux, c'est ainsi qu'on les appelait à l'époque, pas députés mais conseillers territoriaux. Le dernier qui nous a quittés le 3 janvier de cette année s'appelait Jean-Marc Ekongema, que j'ai fort bien connu et que j'ai souvent consulté et qui m'a beaucoup appris sur cette période de l'histoire de notre pays. Eh bien, au cours de ces premières élections, où il fallait élire 20 conseillers territoriaux, dont Jean-Marc Ekongema, il n'y a eu aucun boycott, car on savait que les résultats étaient transparents, qu'ils seront proclamés en toute authenticité, en toute vérité. Donc, de 1957, premières élections, jusqu'en 1968, il n'y a jamais eu de boycott de la part des différents acteurs de la classe politique gabonaise.
nous vivions là sous le multipartisme. Il y avait plusieurs partis et ces partis ont toujours concouru au suffrage universel, à l'expression du suffrage universel. Nous entrons en 1968 jusqu'en 1989 dans la phase du monopartisme, avec l'existence d'un parti-État, d'un parti unique qui est le PDG. Et il y a donc absence totale de boycott, car il n'y a qu'un seul parti qui concourt à l'expression du suffrage. C'est donc la deuxième phase historique, où il n'y a toujours pas de boycott, comme dans la première phase. Sauf que dans la première phase, il y avait plusieurs partis politiques. Dans la seconde, il n'y en a pas. Et nous sommes rentrés ensuite dans la troisième phase. La phase où le boycott, finalement, entre en jeu. Et le premier à avoir soulevé cette option de boycotter les élections est le père Paul Mba Abossol lors des élections législatives de 1990 à la sortie de la conférence nationale qui s'est tenue au Gabon de mars à avril 1990. C'est Paul Mba Abossolo, au deuxième tour des élections législatives, qui a décidé de procéder au boycott. Et il n'a jamais expliqué aux Gabonais les raisons fondamentales qui l'ont poussé à boycotter. Et aujourd'hui, il y a des supputations que les Gabonais font sur cet épisode historique de notre histoire politique. Pourquoi Mba Abossolo a-t-il décidé au second tour de boycotter l'élection législative alors qu'il avait participé au premier tour? Il y a là une contradiction. Le père Paul Mba Abossolo écrit ses mémoires, je le sais. J'espère qu'il va nous édifier sur les motivations qui ont gouverné sa pensée quand il a décidé de boycotter les élections législatives alors qu'il avait participé au premier tour. Quel a été le résultat de ce boycott? Ce fut un échec politique pour l'opposition qui pourtant avait le vent en poupe. Nous avons eu une majorité parlementaire pédégiste dans un cadre redevenu multipartiste. Nous avons eu une majorité de 68 députés sur 120. Donc une majorité d'une courte tête. Si donc il n'y a pas eu boycott, peut-être que pour la première fois, l'opposition aurait eu la majorité au Parlement. Mba Abossolo est tenu, nous lui exigeons cela, il est tenu d'expliquer aux Gabonais pourquoi il a procédé au boycott. Et qu'est-ce qu'il recherchait en boycottant l'élection législative à partir, non pas du premier tour, mais du second tour. Nous avons besoin de savoir, nous devons comprendre, il a des explications à nous donner. Il est vivant, il écoutera ce live, je l'interpelle. C'est un homme de Dieu, c'est un homme qui aime la vérité, c'est un homme politique qui s'est engagé devant le peuple gabonais. Il doit nous expliquer pourquoi un jour il a décidé de boycotter le deuxième tour des élections législatives alors qu'il avait pris part au premier tour. Qui nous explique cette contradiction-là? Nous ne la comprenons pas. Mais c'est Mba Abossolo qui va amener le boycott dans l'espace politique. Et nous sommes là en 90. Il y a des élections qui vont se tenir et le prochain boycott des élections législatives aura lieu en 2001. Les partis politiques vont donc décider de boycotter les élections, estimant que les conditions de transparence électorale n'étaient pas satisfaisantes. Et pour protester devant l'inflexibilité du gouvernement qui n'a rien voulu changer, ils ont décidé de claquer la porte et de ne pas participer à un simulacre d'élection. C'était leur position. Respectable, certes, du point de vue des idées et des principes. Respectable, fort respectable. Mais qu'en a-t-il été sur la praxis,
sur la réalité politique, sur la réelle politique. Qu'en a-t-il été? Là aussi, un échec politique cuisant, avec une majorité parlementaire du PDG qui passe de 68 à 85 députés sur 120. Près de 20 députés en plus. Est-ce que le boycott ici a atteint ses objectifs? Non. Puisque le PDG s'octroie à nouveau une majorité parlementaire. Le troisième boycott aura lieu en 2011. Assez récent. Boycott des législatives, encore une fois. Et là, pour les mêmes raisons, de non-fiabilité des listes électorales, de non-fiabilité du protocole électoral, de non-transparence électorale garantie, l'opposition va décider de ne pas participer aux élections parlementaires. Et nous aurons comme résultat à nouveau une majorité à l'Assemblée nationale du PDG avec cette fois-ci 113 députés sur 120. Plus nous boycottons, on le voit par les chiffres, et plus l'opposition gagne, et plus l'opposition augmente son nombre de représentants à l'Assemblée nationale. C'est ce que nous disent les chiffres. En 90, très difficile, l'opposition à 68 voix, 68 députés, pardon, sur 120. En 2001, sur 120, l'opposition a maintenant 85 voix, 85 parlementaires, pardon. Et en 2011, l'opposition passe de 85 à 113. Donc il progresse. Nous boycottons, mais lui il progresse. Et il continue à dire qu'il est légitime. Il continue à dire qu'il est une machine. Il continue à dire qu'il est lourd. Puisque les chiffres le disent. Mais ces chiffres ne parlent pas du boycott. Donc 3 boycotts et 3 échecs cuisants. C'est cela qu'il faut retenir. En 2018, très récemment, il y a eu aussi là un boycott des élections à la fois législatives et locales. Boycott qui avait été suggéré par la coalition pour la Nouvelle République. Et je faisais partie de ceux qui ont soutenu la posture de M. Jean Ping, qui lui-même n'a pas pris position, pour des raisons tactiques, car il fallait ménager certains de ses alliés qui entendaient partir aux élections. Mais le boycott a été clairement annoncé par son numéro 2 à l'époque, Jean Eyegondon, qui avait dit qu'il ne fallait pas aller aux élections législatives et qu'il fallait maintenir la pression, maintenir la revendication de récupérer le fauteuil présidentiel. Car c'est à la présidence de la République que se tient le pouvoir et que l'Assemblée nationale n'est qu'une simple caisse de résonance. Donc à quoi cela sert-il de se battre pour une caisse de résonance quand il est plutôt indiqué de prendre le pouvoir suprême, qui est celui de la présidence de la République? C'était l'argumentaire auquel j'avais souscrit. Car je pensais que le combat devait se mener sur le dossier présidentiel et non pas sur la question législative. Eh bien, l'histoire nous aura finalement démenti. Nous avons eu tort. Et je reconnais aujourd'hui que j'ai eu tort, puisque nous n'avons ni eu les législatives et encore moins la présidence. Nous avons tout perdu. Et lors du dialogue d'Angangé, les alliés de Jean Ping qui ont accepté de participer avaient réussi à négocier quelques succès que je vais ici relever, notamment le fait de faire passer l'élection présidentielle d'un tour à 2 tours, et de revoir, je pense, la nature de la structure électorale. La CENAP est devenue le Conseil, le Centre gabonais des élections, le CGE. Mais ce dialogue n'a pas empêché Ali Bongo, l'imposteur, de faire passer le nombre de représentants de 120 à 143 pour une petite population du Gabon qui n'a que 2 millions d'habitants. Comment imaginer que nous puissions avoir autant de députés que la Belgique? La Belgique a 120 députés, mais elle doit avoir près de
20 millions d'âmes. Ou alors autant de députés qu'Israël. Comment peut-on avoir une si petite population avec autant de députés? 120, c'était déjà énorme. Et nous sommes passés maintenant à 143. Il faut revenir à des proportions qui soient plus adaptées. Il faudra vraiment que nous calibrions notre Parlement en termes de représentants avec la réalité du corps social de notre pays. Une nation qui n'a que 2 millions d'habitants ne peut pas s'offrir le luxe de payer 143 députés. C'est des choses qu'il faudra corriger. Mais, pour l'heure, en boycottant l'élection de 2018, l'élection législative locale, municipale, départementale, l'opposition a permis au PDG, au parti au pouvoir, d'avoir une majorité et ils se sont octroyés 98 députés sur 143. Et les autres partis alliés du PDG ont permis de faire en sorte que seuls 6 opposants, réellement, se retrouvent dans cette assemblée qui préside actuellement. Donc le PDG a quasiment 129 députés, ou bien plus que ça, si on compte les alliés. Alors, les chiffres parfois sont têtus et parlent d'eux-mêmes. Lorsqu'on est attaché à l'arithmétique, à la mathématique, on regarde les chiffres et on regarde après la réalité sur le terrain. Qu'est-ce que le boycott depuis 1990, et donc bientôt 33 ans, qu'est-ce que le boycott a apporté au peuple gabonais? Quand on regarde les chiffres, on voit que l'opposition est de plus en plus absente dans l'hémicycle et que le pouvoir en place s'impose de plus en plus et gagne du terrain. À moins que l'opposition ne soit complice avec le pouvoir et joue un double jeu en trompant le peuple, on ne peut pas croire un seul instant que le boycott pratiqué au Gabon ait été efficace une seule fois. Le boycott, il faut le rappeler, sur la base des chiffres, est inefficace. Sur la base des chiffres seulement. Sur la base principielle, sur la base des principes, le boycott ne peut pas être efficace dans un cadre de démocrature, dans un cadre de dictature, où le dictateur se fout, permettez-moi le terme, royalement, de la représentativité ou de la légitimité venue du peuple. Car le dictateur tient sa légitimité de l'armée, elle-même instruite et financée et formée et disposant des armes grâce à la puissance néocoloniale, qui toujours va cautionner ce régime, qui n'est pourtant pas légitime, en lui donnant néanmoins une légitimité internationale. Donc tant sur le plan du principe que sur le plan des chiffres et de la praxis politique ces 30 dernières années, le boycott nous a montré qu'il n'était pas efficace. Alors un esprit rationnel, un esprit méthodique, va-t-il continuer à appliquer une solution quand cette dernière n'apporte aucun résultat probant? Si vous pratiquez une solution pendant 30 ans, et c'est le cas, 1990, 2020, c'est 30 ans. Et en 2023, ce sera 33 ans. Si pendant 33 ans, vous pratiquez la même solution et qu'elle ne vous donne aucun résultat, pourquoi vous entêter? Pourquoi vous entêter? Il ne s'agit pas d'exprimer des sentiments. Oh, on en a marre. Oh, on ne veut plus. Oh, à quoi ça sert? Oui, il y en a qui expriment des sentiments. Mais quand on veut avoir une démarche froide, une démarche analytique, une démarche méthodique, une démarche scientifique, une démarche cartésienne, une démarche imhotépienne, quand on va avoir cette démarche-là, on ne peut pas se contenter simplement des états d'âme. Il faut chercher l'efficacité. Et nous sommes persuadés aujourd'hui que l'efficacité n'est pas dans le boycott. L'histoire nous le dit,
Et le principe aussi nous le dit. Car au Gabon, nous sommes dans une démocrature, une dictature qui s'est drapée de l'habit de la démocratie, mais qui ne trompe personne. Qui ne trompe personne. Donc, ayant pris conscience de cela, il nous faut désormais changer notre fusil d'épaule. C'est-à-dire s'engager à toujours aller à une élection. C'est la première leçon que l'on doit tirer aujourd'hui. Un homme responsable, avisé par l'histoire. Avisé par l'histoire et par la compréhension des principes et des contextes de régime politique. Donc si nous devons partir à une élection, alors il nous faut, puisqu'on ne la boycotte pas, il nous faut sécuriser le vote des citoyens. Nous assurer que malgré la fraude qui est prévue, eh bien en face, ils auront de quoi faire face à ceux qui vont s'ériger en anti-fraudeurs. C'est la voie, je pense, que nous devons suivre. Celle de ne plus accepter le boycott, d'aller à l'élection, mais de mettre en place le protocole qui va sécuriser le vote des citoyens. Et nous allons avoir en face de nous des fraudeurs, quand nous serons des anti-fraudeurs. Il faudra que nous préparions notre anti-fraude. Alors, je vais maintenant ici rappeler certains faits qui sont des éléments à prendre en considération. Qui sont des éléments à prendre en considération. Dans la logique où on ne boycotte pas l'élection, mais on s'assure de sécuriser le vote de ceux qui iront voter. On s'assure de sécuriser cela. Alors, comment faire? Babou Solo, qui justement avait été le premier à initier le boycott au Gabon, a été aussi celui qui a initié les brigades anti-fraude. C'est un aspect positif qu'il faut lui reconnaître. À l'époque, à la tête du Moradin des bûcherons, dans le début des années 90, Babou Solo avait mis en place des brigades anti-fraude qui étaient relativement performantes. Relativement performantes. Nous devons donc nous inspirer de cela. Donc, en sécurisant le vote, nous devons nous appuyer sur des brigades anti-fraude, selon ce que nous a enseigné Paul Mba Abou Solo. Il n'a pas apporté que le boycott, c'est vrai, et je lui ai fait la critique plus haut. Il nous a aussi montré des méthodes pour contrecarrer la fraude. Donc nous devons penser à mettre en place des brigades anti-fraude. Il y a la deuxième expérience que nous avons connue, qui a consisté à sécuriser les votes du candidat Jean Ping en 2016. C'est plus récent. C'est plus récent. Et je suis bien placé pour en parler, puisque j'étais dans l'état-major de campagne du candidat Jean Ping, le président de la commission scrutin. Ces aspects-là relevaient de ma compétence, de mes prérogatives. Et ayant lu la loi électorale, ayant lu la Constitution, ayant lu les différents décrets associés à cette loi, eh bien, nous avons pensé qu'il fallait réaliser des actions importantes qui permettraient de sécuriser le vote des citoyens. Alors, je vais vous lister quelques actions. Et je vous demande de prendre ça en considération, car c'est très important. Ah, première action. Il nous a fallu sélectionner et choisir des représentants du candidat qui soient intègres et que nous avons au préalable formés, afin que tous ces représentants se retrouvent dans tous les bureaux de vote. Il nous fallait donc environ 2853 représentants pour les 2853 bureaux de vote. Et c'est vrai que cela a été facilité avec la candidature consensuelle, car les représentants du candidat Casimiro Yemba, les représentants du candidat Jean Ping et les représentants du candidat Zubadama, Guy, ont permis de couvrir l'ensemble des bureaux de vote. Et c'était la première fois qu'un candidat réussissait à avoir autant de représentants dans l'ensemble des bureaux de vote.
Donc ça, c'est une action qu'il faut absolument désormais retenir. Des représentants intègres qui ont été formés, et ces représentants couvrent l'ensemble, pour ne pas dire la totalité, des bureaux de vote. Ça, c'est la première action qu'il faut mener. B, la seconde action. Nous avons mis en place une plateforme informatique autonome, indépendante de celle du pouvoir, pour collecter les données in situ. Nous avions des représentants qui disposaient des mobiles Touraya. Ces mobiles Touraya disposaient d'une application à partir de laquelle ils ont pu inscrire les différents résultats dans les différents chefs-lieux. Et ces résultats inscrits dans le Touraya étaient transférés via le réseau Internet, plus précisément un VPN, Virtual Private Network, pour atterrir dans une base de données applicative, donc une base de données gérée par une application. Et cette application faisait la compilation des résultats, c'est-à-dire l'agrégation des résultats, de sorte qu'on avait les chiffres au fil de l'eau, village par village, canton par canton, commune par commune, département par département, province par province, et finalement on a eu le chiffre sur le plan national. Cette application était une application réalisée par Yeo, l'Ivoirien qui a été à tort mis en prison et désigné comme étant un cybercriminel. Depuis quand les élections au Gabon sont gérées sur le net? Depuis quand un informaticien qui travaille en intranet, hors du système informatique de l'État gabonais, peut-il être considéré comme un cybercriminel? C'était de la pure fumisterie qui a fait perdre 3 ans de sa vie à Yeo, que j'ai eu à diriger, étant le responsable de la commission de scrutin et étant moi-même un informaticien. Et ai participé donc à la mise en place de cette plateforme, où il y avait les aspects réseau importants, les aspects base de données, compilation des données, et les aspects applicatifs, agrégation, compilation, production et impression des chiffres. Donc rien de cybercriminalité, juste de la compétence de l'informatique. Donc nous avons pu avoir cette action B qui nous a donné une possibilité d'obtenir par nous-mêmes les résultats des différentes provinces. Et ces résultats étaient de bonne qualité, dans la mesure où les 8 provinces ont délivré par leur gouverneur des résultats électoraux qui étaient identiques à ceux sortis par l'application que Yeo avait développée. Et une seule province n'avait pas des résultats concordants, c'est celle du Haut-Ogooué. Et on sait qu'elle a été la province d'ajustement électoral qui a permis à Ali Bongo d'avoir près de 100% de participation et être élu dans cette province à près de 95%. Ce qui est naturellement là une fraude massive, grotesque et violente, qui a été considérée comme telle par le rapport de la mission européenne d'observation électorale. Donc, cette application nous a permis d'avoir nos propres chiffres. Et nous avons revendiqué la victoire de Jean Ping sur ces chiffres-là. C'est la deuxième action que nous avons menée, après celle des représentants intègres qui ont introduit les résultats dans le Touraya et du Touraya sur la base de données globale, qui se trouvait au 4e étage du quartier général de M. Jean Ping. C'est à cet étage-là qu'il y avait toute l'architecture informatique. Troisième action, D. Il a fallu une exigence musclée, faite au préfet et au gouverneur de lire les résultats électoraux après consolidation. Donc, n'ont pas laissé les préfets seuls dans leur coin faire leur manipulation. N'ont pas accepté que les gouverneurs trafiquent comme ils le font d'habitude. Nous avons mis la pression sur eux. C'est une action qui a été menée. Et nous avons exigé que les résultats consolidés soient lus, de sorte qu'il n'y a pas de triche. Ce sont les brigades antifraude qui ont fonctionné en réalité là.
Et c'est la troisième action. La quatrième, c'est que nous avons surveillé toutes les urnes. Dès l'instant où elles sont quittées le bureau de vote, elles sont retrouvées après chez les différents responsables. Il fallait surveiller pour qu'on ne nous introduise pas d'un bourrage d'urnes ou qu'on ne nous introduise pas d'autres urnes qui avaient déjà été au préalable camouflées et manipulées avec des faux bulletins de vote. Ça, c'est donc la quatrième action qu'il faut qu'on mène. Cela est possible. Ça demande simplement de la volonté, de la détermination, de la méthode et du courage. Ce n'est pas de la magie, c'est de la réflexion. Et enfin, ce qui n'a, de mon point de vue, jamais encore été fait, mais qu'il faudra qu'on fasse, il faudra qu'on exerce une pression sur le Centre gabonais des élections et même le ministère de l'Intérieur, car ce sont eux, les institutions habilitées à livrer les résultats définitifs. Il nous faut penser également à mettre la pression sur le président du CGE et sur le ministre de l'Intérieur pour qu'il livre la bonne information, qu'il livre les vrais résultats. On ne l'a pas fait en 2016. On l'a fait à des étages plus bas. Mais on ne l'a pas fait à cet étage fondamental. Car c'est lui qui va finalement donner la version définitive, qui sera corroborée par la Cour constitutionnelle. Donc c'est cette action, la cinquième action, qu'il nous faut maintenant préparer sérieusement. Puisque les autres actions, nous pouvons désormais les faire, nous les avons déjà fait une fois. Donc, je vous ai dit qu'il nous faut des brigades anti-fraude. Je vous ai dit que ces brigades doivent nous assurer la sécurisation du vote. Je pense que si les actions qui ont été énoncées là sont menées dans les 9 provinces, alors les autorités gabonaises seront bien obligées de livrer les vrais résultats. De peur de créer le cataclysme que personne ne veut. Car tout le monde voit que la tension monte dans notre pays. Et le massacre de 2016 a été un moment important, triste mais important. Et il a fallu procéder par un massacre pour s'imposer en 2016. Et en 2023, que faudra-t-il faire? Une guerre civile? Allons-nous vers une guerre civile? Alors qu'il serait beaucoup plus simple que les autorités gabonaises reconnaissent simplement la victoire d'un candidat de l'opposition si effectivement ce dernier a gagné. Il nous faudra mettre la pression sur le président du CGE et sur le ministre de l'Intérieur pour que nous puissions avoir les vrais résultats. Et cela est possible. Cela est possible. Si en 2016, nous avons pu mettre la pression sur 8 gouverneurs qui ont livré les vrais chiffres et qu'on a raté le gouverneur du Haut-Ogooué, qu'on a raté le président de la Sénap, qu'on a raté le ministre de l'Intérieur, je pense que nous pouvons, pour 2023, refaire le même travail qu'en 2016, mais songer à appliquer, à réaliser des actions que je viens de relever là, et qui sont tout aussi importantes, car cruciales, et se jouant à des niveaux supérieurs, et même des niveaux définitifs. Il y a donc une jurisprudence de sécurisation du vote, avec le cas Jean-Ping. Cette jurisprudence doit être utilisée pour 2023. C'est mon sentiment profond. Et je veux donc, à ce propos, relever la chose suivante. Il y a, sous l'impulsion de Edmond Okunvele encore et le président Jacques Adjaïno, il y a une plateforme citoyenne, Gabon d'abord, qui s'est donnée pour mission, justement, d'amener les Gabonais, les électeurs gabonais, les citoyens qui aiment leur pays, à sécuriser le vote. Ne plus laisser cette affaire-là aux mains des autorités gabonaises, qui vont toujours le sécuriser en fonction de la fraude qu'ils vont annoncer à la télévision. Ce qui a été fait dans l'état-major de M. Jean-Ping en 2016, il faut maintenant pouvoir le propager dans l'ensemble du pays. Que chaque Gabonais qui a voté considère qu'il doit faire le reste. Voyez-vous,
Champing nous avait dit, allez-y voter et je ferai le reste. Mais il est toujours en train de faire le reste. Et en réalité, il ne fera pas le reste, puisqu'il ne sera plus jamais à la tête de notre pays, son mandat arrivant à son terme, quasiment. Donc, il a peut-être essayé de faire le reste, mais il faut bien admettre qu'il n'a pas réussi à faire le reste. Donc, ne confions plus à un seul homme le soin de faire tout seul le reste. Nous-mêmes allons voter, nous-mêmes faisons le reste. Voilà la démarche qu'il faut avoir. André Bobam, en 2009, bien avant Jean Ping, avait dit qu'il avait la clé. Et ça, enfant, la clé. J'ai la clé, disait-il. Oui. Ayant été ministre de l'Intérieur, Bobam a eu sous ses ordres la gendarmerie et la police, donc les forces de l'ordre. Oui, peut-être avait-il la clé. Mais semble-t-il, ces clés ne nous ont pas permis d'ouvrir la porte de l'alternance et du changement. Donc, nous-mêmes ayons cette clé. Donc, un état d'esprit doit nous animer. Celui de se dire que c'est avant tout d'abord notre affaire, avant d'être l'affaire du leader qui a été élu. C'est nous qui devons sécuriser notre vote, si nous voulons que notre pays change. C'est nous qui devons nous battre pour que le vote que nous avons réalisé soit respecté. Que le peuple, sa voix, lorsqu'il a parlé, soit écoutée. Et si nous devons faire le reste, nous ferons le reste. Si nous devons avoir la clé pour ouvrir l'alternance au Gabon, le changement au Gabon, ouvrir le Gabon à de nouvelles dimensions, si nous devons avoir la clé, eh bien, chaque Gabonais a cette clé. Et à lui maintenant d'en user. Donc, la démarche qu'a la plateforme Gabon Citoyenne va dans ce sens-là. C'est la raison pour laquelle je soutiens cette démarche. Même si ceux qui l'animent sont des anciens pédégistes, même si ceux qui l'animent sont des personnes avec lesquelles nous n'avons pas toujours grand-chose à se dire. Certaines sont france-africaines, voire même francs-maçonnes, sont peut-être assujettis à la puissance de la France, mais ces individus, avec leurs défauts et leurs qualités, restent des Gabonais, peut-être épris de leur pays. Et avec l'âge qu'ils ont maintenant, se rendent compte qu'ils ont fait des erreurs. Ils veulent peut-être faire amende honorable. Il faut toujours donner à l'homme une chance de se reprendre, de faire son mea culpa, de vouloir changer les choses avant de laisser cette terre et d'aller rendre compte au Très-Haut. Donc tout en restant prudent, tout en restant méthodique, il faut néanmoins voir la vertu d'une initiative. Et je pense que la plateforme citoyenne Gabon d'abord va dans le bon sens. Quand elle veut sensibiliser chaque Gabonais à prendre en compte et à considérer que quand il ira voter, ce n'est que le premier acte. Il y a d'autres actes, ceux que j'ai énoncés là, qui doivent nous amener à changer de paradigme, à changer de repères, à changer la situation de notre pays. Car cette situation ne dépend que de nous, de notre détermination et de notre force à vouloir effectivement changer notre pays. Voilà le message que je souhaitais adresser à la jeunesse gabonaise. Je vous l'ai dit, nous ne pouvons plus un seul instant croire que le boycott est efficace. L'histoire et le principe, malheureusement, trahissent cette inefficacité du boycott. Donc le charismatique, le responsable général du New Power invite la jeunesse gabonaise à s'inscrire sur les listes électorales le moment venu et à ne pas respecter un mot d'ordre de boycott. C'est peine perdue. Nous avons fait ces erreurs, nous ne voulons plus les répéter. Nous avons fait ces erreurs, nous ne voulons plus les répéter. Le jour J, allez voter. En votre âme et conscience, le candidat qui vous paraîtra être le meilleur, celui qui a même de changer votre pays. Ne vous laissez pas distraire par des appels au boycott. Ça n'apportera rien et vous allez perdre du temps comme nous en avons perdu depuis 1990. Donc notre expérience doit vous servir. C'est la raison pour laquelle cette série Gabon 2023 a été faite pour vous.
pour vous instruire de ces questions. En quelques lives, vous allez parcourir l'histoire récente de votre pays et vous pourrez prendre les bonnes décisions. Nous n'avons pas eu cette chance-là quand nous avons commencé à nous intéresser à la politique. Nous n'avions pas Internet, nous n'avions pas des lives, nous n'avions pas des personnalités qui prenaient sur elles de nous expliquer ces choses courageusement. Car ce que j'ai dit, peu de gens sont capables de parler ainsi, ayant peur pour leur position sociale, ayant peur pour leurs privilèges, ayant même peur pour leur vie. Ces personnes qui savent ces choses se taisent et donc ne vous instruisent pas. Le charismatique vous instruit. Et j'ai essayé de vous édifier sur la pertinence ou non du boycott. C'est le dernier live que je fais de cette série Gabao 2023, car les vacances approchent. Les vacances sont même déjà là. Il nous faut bien partir en congé. Et donc, j'ai voulu faire ce dernier live sur un sujet que j'ai finalement changé, car estimant que la question du boycott me semblait importante. Et après ce live, après les arguments que je vous ai servis, je vous laisse le soin pendant les vacances de réfléchir sur ce qui a été dit, sur ce que je vous ai énoncé comme argument. Et si vous pensez vraiment que ce que j'ai dit est pertinent, si vous pensez vraiment, si vous croyez vraiment que ce que j'ai dit est juste, est vrai, n'est pas mensonger, alors, quand vous reviendrez des congés, quand vous reviendrez des vacances, n'acceptez pas le boycott. Et quand il faudra aller s'inscrire, allez vous inscrire. Allez vous inscrire et participer au changement dans votre pays. Je n'ai pas l'intention d'imposer quoi que ce soit à la jeunesse. Et en ai-je le pouvoir? Par contre, je peux lui apporter des arguments sur la table et lui faire la démonstration que le boycott, sur le plan principiel et sur le plan de la praxis, sur le plan de la pratique, est inefficace depuis 30 ans et qui ne sert à rien de perpétuer une action qui n'apporte rien à notre pays. À la jeunesse gabonaise, regardez mes admirables tresses. Voyez-vous? Le charismatique est en costard. Ouais. Costard. Mais il a les cheveux tressés. Et ce n'est pas un pédé. Ce n'est pas un homosexuel. Ce n'est pas un artiste. Ce n'est pas un footballeur. Rien ne dit dans la tradition africaine que les tresses sont les affaires de personnes irresponsables. Rien ne le dit. Au contraire. Au contraire. On peut être tressé et être un homme très responsable. Aborder des questions très fondamentales. L'importance d'un homme ne se retrouve pas sur sa tête. L'importance d'un homme se retrouve dans sa tête. Dans sa tête. Elle est là, l'importance. Elle n'est pas ici. Nous avons un combat à mener contre la France-Afrique. C'est elle qui nous tient pieds et mains liés à sa guise. Elle nous tient accrochés à ses basques. Nous sommes à sa solde. Il nous faut en sortir. Et pour cela, il faut des gens courageux qui ont décidé d'affronter l'ennemi qui nous opprime depuis maintenant 62 ans. Mais comment savoir qui sont ces guerriers? Comment le saurais-je? Mais je vois un jeune Gabonais qui est tressé comme moi. Je dis, ce garçon-là, il suit mes lives. Ce garçon-là, il commence à comprendre ce que je dis. Ce garçon-là intègre le discours, le narratif du charismatique. Et donc, il est prêt à mener le combat. Il va donc rejoindre les rangs en soldats. Il va rejoindre les rangs de l'armée anti-France africaine. L'armée des soldats tressés. Je demande à la jeunesse gabonaise de se tresser les cheveux. Je demande qu'ils expliquent ça aux parents, qu'ils le font pour leur pays. Ils le font pour être soldats. Car il faudra combattre la France-Afrique en 2023. Il faudra la combattre, il faudra la battre. Comme aujourd'hui, Poutine est en train de montrer qu'elle n'est pas si invincible que ça. S'il le fait en Ukraine,
nous pouvons le faire sur notre terre à nous. L'Ukraine appartient à la Russie, l'Afrique nous appartient. Plus question que le bloc occidental, plus question que la France-Afrique domine dans une terre qui n'est pas la sienne. Il faut donc des guerriers pour dire stop à la France-Afrique. Ces guerriers, leur casque, c'est cela. Les cheveux tressés. Rejoignez le charismatique. Tressez-vous les cheveux. Appartenons tous à cette armée anti-France-africaine des guerriers tressés. Nous allons montrer que dans les temps anciens, les guerriers africains avaient les cheveux tressés. Les guerriers africains, comme les Vikings, avaient les cheveux tressés. Donc tressez-vous les cheveux. Tressez-vous les cheveux et rejoignez le charismatique dans cette guerre contre la France-Afrique pour qu'on soit véritablement souverain et qu'on dispose des richesses immenses du Gabon et qu'on en fasse le pays où la population est la plus riche du monde, au-dessus de la Norvège, au-dessus de la Suisse. Car nous sommes bien plus riches que la Suisse en termes de potentiel et bien plus riches que la Norvège. Ces pays nous exploitent, mais nous allons exploiter nos richesses et nous serons les plus riches de la terre. C'est possible. Nous sommes au centre de la terre, au mi-temps de la terre. Le centre n'est pas une position négligeable. Là, c'est la mystique maintenant dont je vous parle. La mystique du centre de la terre. Je vais conclure en vous disant qu'il faut, en plus de vous tresser les cheveux, comme le charismatique, il faut nous rejoindre. Oui. Rejoignez-nous. Rejoignez le charismatique. Adhérez au New Power. C'est le vrai mouvement d'émancipation du Gabon. Le vrai mouvement pour une souveraineté de notre pays. Le vrai mouvement pour que demain notre pays change. Quand nous disons la vérité. Ce ne sont pas la politique, la langue de bois. Nous ne trompons pas les jeunes. Nous acceptons de mettre notre vie en danger pour dire la vérité. Donc rejoignez-nous. Seul, on ne pourra rien. Nombreux, on changera notre pays. J'en suis persuadé. Suivez donc nos activités. Nous avons des plateformes. Nous avons la plateforme Facebook avec une page Facebook New Power Official, page à partir de laquelle je fais ce live. Et j'ai été attaqué sur cette page, connue donc des France-Africains. Heureusement que vous avez réagi positivement et vous avez permis que ce live puisse se poursuivre. En plus de la page Facebook, nous avons aussi le groupe où vous pouvez adhérer et participer au débat et suivre nos activités. En dehors de cette plateforme Facebook, nous sommes aussi sur Twitter. Nous avons un compte Twitter. Un compte Twitter. Où, de temps en temps, nous exprimons en quelques mots notre position sur certaines situations nationales ou internationales. Nous avons aussi un compte Instagram. C'est vrai qu'il n'est pas très animé, je reconnais, mais bientôt, les lives seront possibles aussi sur ce compte Instagram. Nous avons une chaîne YouTube où toutes ces vidéos-là sont transformées en vidéos pour YouTube et ensuite sont consultables également sur YouTube. De sorte que si nous avons une suspension du compte Facebook, eh bien vous pourrez retrouver nos vidéos sur YouTube. Donc voyez-vous, nous sommes en train de faire la politique différemment. Nous utilisons les nouveaux outils de l'information, de la communication. Je suis moi-même informaticien, donc j'ai vu l'efficacité de ces outils. Et je les utilise dans le cadre de la politique. Je vous vois virtuellement, je vous parle, vous m'écoutez, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous mettez des commentaires, mais au moins, vous accédez à une information. Et vous avez l'occasion peut-être de me voir physiquement dans le cadre de causeries ou bien de meetings. Donc ce qui n'est pas fait pour l'instant physiquement, en présentiel, l'est fait en distanciel, virtuellement. Donc restez connectés, suivez nos activités, et écoutez-nous. Si vous êtes convaincus, tant mieux. Rejoignez le New Power. Si vous n'êtes pas, posez des questions. On finira par vous convaincre. On finira par vous convaincre. Car avec notre petite expérience, nous en savons maintenant beaucoup. Et nous vous livrons cela. Au prix de notre situation sociale, au prix même de notre vie. Quand nous attaquons une machine qui a l'habitude de tuer, pour se débarrasser du débatteur, pour avoir raison dans le débat, on tue le contradicteur. C'est la méthode de la France-Afrique.
Donc, ma vie peut être mise en danger comme celle de Nathalie Yamb. Parce que je fais la même chose qu'elle. Mais on le fait pour vous. On le fait pour vous. Donc soyez attentifs. Suivez ce qu'on fait. Et rejoignez-nous pour que nous puissions changer notre pays. Voilà ce que je tenais à vous dire. Merci de m'avoir écouté. Nous nous retrouvons donc après les congés. J'espère pouvoir revenir sur ce sujet qui, je crois, a interpellé plus d'un. Voilà pourquoi vous étiez nombreux, à vous connecter aujourd'hui. OTEP, à mes jeunes sœurs et à mes jeunes frères, à la jeunesse gabonaise qui a suivi ce live au Gabon. OTEP, à la jeunesse gabonaise qui a suivi ce live en Afrique. Et enfin, OTEP 3 fois à la jeunesse gabonaise qui a suivi ce live dans toutes les villes du monde. Bientôt, nous aurons la prochaine année du calendrier Kamit. Nous passerons de 6258 à 6259. Je rappelle que le calendrier Kamit a 4236 ans d'avance sur le calendrier grégorien. Parce que le calendrier est né en Afrique, dans la vallée du Nil, plus précisément dans la région de Nabta Playa, en Nubie. Il faut le savoir. C'est nous qui avons inventé le calcul du temps. C'est nous qui avons inventé le calendrier. Et nous avons la preuve, elle est dans la région de Nabta Playa, en Nubie. Et c'est un site archéologique qui a été recomposé. Voilà. Passez donc un bon jeudi et on se voit après les congés. Merci pour votre fidélité, merci pour votre écoute et à bientôt. Après les congés.